Je me présente Philippe Giguère, je suis professeur au département d'informatique et génie logiciel. Et aujourd'hui, je vais explorer un peu avec vous cet univers merveilleux qui est celui des voitures autonomes. C'est un système qui est assez complexe, aussi quelque chose qui est très d'actualité, on en entend beaucoup parler. Pour ce qui est de déroulement de la présentation, je vais commencer par un historique. C'est important, je pense, de comprendre l'historique derrière le développement des voitures autonomes parce qu'il y a eu vraiment des choses qui sont passées dans les dernières années qui ont permis justement d'arriver où on est maintenant. Je pense aussi que les voitures autonomes vont avoir un impact sociétal qui est important. Donc, je vais en discuter brièvement. Ensuite, je vais parler de deux parties plus techniques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les véhicules autonomes combinent vraiment deux grands champs d'expertise, soit la robotique mobile et l'intelligence artificielle. Du côté de la robotique mobile, on va explorer deux aspects, soit l'aspect captation, donc quels sont les capteurs qu'on utilise sur les voitures autonomes, et ensuite l'aspect localisation. C'est important de savoir où est-ce qu'on se situe dans l'environnement pour être capable de le naviguer. Dans la partie intelligence artificielle, ça va surtout être dédié au concept de détection d'objets. Je vais y passer quand même relativement rapidement parce que je pense que ce qui est très important au niveau de l'intelligence artificielle pour les véhicules autonomes, c'est au niveau des stratégies pour gérer les données d'entraînement. Nos réseaux ça va basé beaucoup sur des réseaux de neurones et ces réseaux de neurones-là sont très gourmands en données. Donc, comment est-ce que différents euh, les différents fabricants de voitures autonomes vont proposer des stratégies justement pour mitiger ces problèmes-là. Finalement, une petite conclusion pour terminer cette présentation. Alors, si on regarde au niveau de l'historique, ça fait quand même un certain temps que les gens imaginent ces voitures autonomes-là. On voit ici une publicité qui est apparue dans le Saturday Night Post dans les années 50. Et on voit vraiment ici la famille nucléaire américaine typique, hein, le garçon, la fille qui joue autour d'un jeu de société. Mais déjà, on fait rêver les gens en disant qu'un jour, sur l'autoroute, qui se promènent dans les magnifiques campagnes américaines, ça va être possible d'utiliser des voitures qui se conduisent tout seules. Bien entendu, en 1950, ce n'était pas possible. La technologie n'y était pas, mais déjà, on sent que le rêve de vouloir posséder une telle voiture existe. Les débuts de la robotique mobile intelligente ont vraiment commencé avec l'arrivée d'un robot qui s'appelle le robot Shaky, donc, qui a été fait à l'université de Stanford. Et c'était possible de faire ces développements-là parce que les ordinateurs commençaient à être plus petits. Donc, on voit sur le robot ici un ordinateur qui était embarqué. Donc, c'est un ordinateur de 192K, donc ce n'est pas grand-chose pour l'époque. Et il est équipé quand même d'une bonne gamme de capteurs, particulièrement, on voit ici donc des rangefinders, mais aussi une caméra de télévision pour faire de l'analyse d'images. Bien entendu, comme la capacité d'analyse était relativement faible à l'époque, on devait cantonner le robot dans un environnement relativement simple. C'est l'époque ce qu'on appelle les cube world. On voit donc des obstacles avec des formes géométriques relativement simples dans l'environnement. Mais on voit aussi, c'est les premiers balbutiements de l'utilisation de l'IA pour effectuer des déplacements. C'est un planificateur, pour ceux qui connaissent ça, c'est un planificateur de type Strips qui faisait ça. Dans la vidéo, on voit ici la bonne vieille époque des teletypes. Donc, on devait envoyer les commandes au robot via cette interface-là. Et le robot ici tente de naviguer de son point de départ qui est ici vers un point d'arrivée qui est marqué ici par un X. Alors, il y a eu une certaine analyse de l'environnement faite par la vidéo du robot. Et ensuite, l'intelligence artificielle va faire une planification de la trajectoire. Puisque l'objectif, dans le fond, c'est de contourner l'obstacle pour se rendre au point d'arrivée. On le voit ici, justement, l'obstacle qui est représenté par ce rectangle-là. Et donc, on ne peut pas passer au travers de l'obstacle. Il faut donc trouver une planification. On va créer des sous-objectifs et le robot va donc avoir deux possibilités de trajectoire pour pouvoir atteindre son objectif sans rencontrer l'obstacle. Donc, dans l'ensemble, ce type d'algorithme est pas mal ce qu'on retrouve dans les véhicules aujourd'hui. Donc, les fondements, on peut dire, ont été placés avec ce robot Shaky. Si on parle de recherche pour des véhicules autonomes sur un réseau routier à proprement parler, on doit aller dans les années 80. Donc, le projet VAMORS, un projet allemand qui effectuait le déplacement par suivi de lignes. Donc, on détectait des lignes blanches sur une asphalte noire, puis lorsqu'on pistait ces différentes lignes, on était capable d'avoir un véhicule qui les suivait. Un peu plus tard, dans les années 92, on a un système qui est basé sur un réseau de neurones. À l'époque, les réseaux de neurones avaient quand même une certaine popularité. C'est un réseau quand même relativement simple. Donc, on voit ici 9 couches cachées. Et en entrée, on va avoir une image qui est relativement simple, une image de 30 par 32 pixels. Et en sortie, on va avoir donc 45 sorties qui correspondent soit conserver le volant tout droit ou tourner à gauche ou tourner à droite. Donc, c'est simplement ici ce qu'on appelle un contrôle latéral du véhicule qui se faisait. Et ce véhicule-là a réussi à conduire environ 120 km
sur des autoroutes. Bien entendu, ça demandait des environnements qui possédaient un fort contraste, sinon le réseau neurone ne pourrait pas détecter les bordures de route, par exemple. Ensuite, 95, on voit qu'on commence à progresser au niveau des distances. Donc, ce véhicule-là, le Navlab, a réussi à traverser l'Amérique d'est en ouest, donc environ 5000 km. 98 du temps, le contrôle est effectué par le système automatisé. Encore là, ici, on ne fait qu'un contrôle latéral. Le freinage et l'accélération étaient toujours contrôlés par l'humain. Pourquoi le 2 bon, c'est probablement des questions de changement de voie, quitter l'autoroute, réembarquer sur l'autoroute, parce que, bien entendu, on ne peut pas faire ça d'un coup, il faut se reposer quand même. Et donc, tout ça, c'est des efforts qui sont quand même assez fragmentaires au niveau de la recherche pour le développement de véhicules autonomes sur réseau routier. Une manière de faire procéder, de faire progresser la technologie, si on veut mobiliser des forces vives pour résoudre un problème, c'est via les concours publics. Donc, par exemple, en 1914, la Royal Navy voulait améliorer l'estimation de la longitude pour sa flotte de bateaux. Et pour estimer la longitude, ça prend des horloges. On doit comparer, si vous voulez, le temps du zénith du Soleil par rapport à une horloge qui est peut-être synchronisée, disons, avec l'horloge de l'Observatoire de Greenwich, par exemple. Alors, ils ont fait un concours où il y avait un prix en argent de 20 000 livres. Et donc, on devait créer des horloges qui étaient mécaniques à l'époque, il n'y avait pas d'électronique. Mais pour vous donner un peu l'idée du défi, les horloges mécaniques, c'est souvent basé sur un balancier, donc un rythme de balancier. Mais votre horloge, elle est placée sur un bateau qui a du tangage et du roulis. Donc, il fallait créer un mécanisme de maintien du temps qui était relativement immune aux perturbations causées par le tangage et le roulis du bateau. Donc, c'était un concours qui avait été lancé par la Royal Navy. Un peu plus récemment, la margarine, elle aussi, est le résultat d'un concours qui avait été lancé. C'était Napoléon qui voulait avoir un substitut au beurre pour sa marine, pour satisfaire les appétits de ses différents marins. Donc, c'était un chercheur, un chimiste français qui a mis au point la margarine pour justement résoudre ce problème-là. En 2004, l'agence DARPA, qui signifie Defense Advanced Research Project Agency, elle aussi fait un grand concours pour justement mobiliser ces forces-là pour résoudre le problème de la conduite autonome. Et DARPA, c'est vraiment une agence qui est très fonceuse. L'idée d'Internet, par exemple, provient de DARPA. Donc, c'est des gens qui vont créer des projets on ne s'attend pas à avoir des succès nécessairement, mais l'idée, c'est qu'on veut provoquer des bouleversements technologiques pour faire avancer des problématiques importantes. Alors, en 2004, le prix était un prix de 1 million de dollars et l'objectif était de parcourir 240 km dans le désert de façon entièrement autonome. Donc, on n'avait pas le droit d'avoir une personne à l'intérieur de la cabine du véhicule. 15 équipes ont participé à ce concours en cette année-là. Le résultat final était un peu décevant, 11,8 km pour la meilleure équipe. Et la plupart du temps, les équipes ont terminé de façon désastreuse ce concours. L'année suivante, les choses ont été relancées. Donc, 2005, on fait une prise 2, cette fois-là, 212 km. Et maintenant, 5 équipes terminent. Donc, vous voyez le bond gigantesque qui est accompli en l'espace d'1 an. Donc, l'équipe gagnante, c'était l'équipe de Stanford, Stanley, qu'on voit ici avec leur véhicule. Et d'autres équipes ont aussi réussi. Je mentionne ici au passage l'équipe Oshkosh, qui eux autres ont décidé d'instrumenter un véhicule dans le fond, de transport lourd pour être capable, dans le fond, de démontrer que l'automatisation du transport lourd via ces technologies-là. Mais quand même, bond de géant ici qu'on voit apparaître en l'espace d'1 an. 2007, la DARPA fait une nouvelle mouture du concours. Cette fois-là, elle fait une version urbaine, dans le fond, qui consistait à non seulement être capable de parcourir une trajectoire déterminée à l'avance, mais aussi de respecter la signalisation routière et aussi de tenir compte des différents véhicules mobiles sur le parcours. L'équipe gagnante était dirigée par Chris Ormson, qui a fondé Google XCar à l'époque, qui est devenu maintenant Waymo, et maintenant il a quitté pour fonder sa propre compagnie de véhicules autonomes qui s'appelle Aurora. Et ce qu'on voit donc avec ces différents concours-là, c'est que ça a créé une cohorte de scientifiques et d'ingénieurs qui étaient maintenant très à l'affût des problèmes pour les véhicules autonomes. Et aussi, ça a éveillé l'intérêt des entreprises privées pour investir dans cette problématique-là. Et depuis ce concours-là, il y a vraiment eu une lancée incroyable pour la création de ces véhicules autonomes-là.
On peut attribuer ce succès-là à plusieurs choses, hormis l'arrivée du concours public. Il y a aussi des causes technologiques, à mon avis. Premièrement, la puissance de calcul embarquée a grandement augmenté comparativement à l'ordinateur de Shaky qui avait juste 192 cas. Aujourd'hui, on a quand même accès à une puissance de calcul et de mémoire très importante, surtout si on regarde maintenant ce qui se fait avec les GPU. C'est incroyable la quantité de calcul qu'on a. Ensuite, on a vu arriver beaucoup de capteurs pour mesurer l'information de l'environnement, notamment l'arrivée du lidar dans les années 2000, au niveau d'un lidar mobile, je vous dirais, là, a beaucoup propulsé la réussite du DARPA Grand Challenge. On voit aussi une baisse de coût grande pour les caméras. On peut acheter maintenant des caméras pour 5 $. Les caméras que vous avez dans vos cellulaires, ça coûte à peu près 5-7 $ à fabriquer. C'est très, très cher. C'est très peu cher. Aussi, les centrales inertielles, on le voit tout à l'heure, c'est des appareils qui nous permettent d'estimer la position à l'aveugle. Mais aussi, les centrales inertielles ont baissé de coût grandement. On les retrouve même d'ailleurs dans nos cellulaires. Finalement, il ne faut pas négliger non plus les grandes percées qui ont été faites au niveau algorithmique, tant au niveau de la vision numérique, la perception, des algorithmes de localisation probabiliste qui nous permettent de trouver la position d'un véhicule et algorithmes de planification. Et ça, il ne faut vraiment pas le passer sous silence. Les progrès qui ont été faits au niveau de l'intelligence artificielle, notamment au niveau du deep learning, qui sont vraiment venus permettre de détecter en temps réel la présence d'obstacles, soit dans les lidars ou dans les caméras. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient propulser, comme je vous dis, cette révolution. D'un point de vue société, il y a vraiment des changements, des impacts qui vont permettre, je pense, de régler plusieurs problèmes que les voitures entraînent dans notre société. Premier problème, c'est au niveau de la mortalité. Donc, 1,2 million de personnes meurent à chaque année d'accidents de voiture. Ça, c'est sans compter les accidents graves qui laissent des blessés. Il y a une grande perte de productivité. Le travailleur nord-américain perd environ 38 heures par année à se déplacer. Quoique, dans la dernière année, ce chiffre-là a sûrement dû beaucoup diminuer puisque la plupart des gens font maintenant du télétravail. Il n'en demeure pas moins que c'est une perte de productivité importante aussi. Une cause de stress. Un des facteurs les plus importants dans la baisse de bonne d'une personne, c'est le nombre d'heures qu'elle passe dans la circulation routière. Il y a aussi un coût dans notre société aussi, au niveau du maintien et de la création des infrastructures routières. On ne se cachera pas à Québec, la question du fameux troisième lien qui coûterait 4, 5, 6 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent qu'on investit dans du béton, dans de l'acier. Avec des voitures autonomes, maintenant on peut penser avoir des systèmes où les voitures, si elles sont courantes un petit peu, si elles peuvent se parler une l'autre, dans le fond, on peut les placer plus proches. On peut donc faire des convois routiers, de sorte qu'on est capable d'avoir un flux de voitures par heure beaucoup plus élevé sans modifier l'infrastructure routière. Donc, c'est des ressources financières qui pourraient se dégager de notre gouvernement pour les investir. Moi, j'aime bien dire que parfois qu'on investit dans la mauvaise matière grise au Québec. Au lieu d'investir dans le béton, pourquoi pas investir un peu plus dans les cerveaux, dans les universités, dans nos étudiants, en faire des bourses, ainsi de suite. Donc, l'infrastructure coûte cher. Les voitures autonomes vont réduire la pression, justement, sur ces infrastructures-là. Autre problème, l'espace. On ne s'en rend pas compte, mais pour chaque voiture qu'on construit, il faut aussi prévoir entre 5 et 9 places de stationnement. Il faut stationner la voiture à la maison, il faut la stationner au travail, au supermarché, en ville lorsqu'on fait des sorties. De sorte qu'on estime qu'aux États-Unis, en ce moment, il y a 2 milliards de places de stationnement qui ont été construites. Si on prend l'espace moyen d'une place de stationnement, on se rend compte qu'il y a l'équivalent de l'État du Maryland, ou si vous voulez, 2 fois l'État du New Jersey, qui est couvert d'asphalte, simplement pour stationner des voitures. Et on se le rappelle, ces stationnements-là sont situés souvent dans des régions où les terres sont très arables, donc c'est autant d'espace qui est perdu pour la culture ou pour l'environnement. On doit couper dans la pelouse, on doit couper dans la forêt pour être capable de justement faire de l'espace pour nos voitures. Si on a des voitures autonomes et qu'on les partage entre utilisateurs, un peu comme un système, si vous voulez, de Uber intelligent, mais là, on a besoin de beaucoup moins de places de stationnement puisque la voiture est constamment en déplacement. Elle ne va pas se stationner. Important aussi pour les personnes qui sont non aptes à conduire, soit au niveau de l'âge, au niveau de la santé ou pour un handicap. Donc, le fait d'avoir des véhicules autonomes, des flottes de véhicules autonomes disponibles va permettre donc une plus grande mobilité à ces personnes-là sans devoir dépendre d'autres personnes ou de services offerts par les villes ou les systèmes de transport en commun qui parfois sont, disons, un peu déficients. On voit aussi dans la société des changements de mentalité. Premièrement, je parlais de questions d'autopartage. Dès qu'on tourne dans un système de voiture autonome,
c'est beaucoup relié à un système de flotte de véhicules qui serait géré par une entreprise. Et donc, on voit donc le magazine The Economist prévoit donc une augmentation substantielle du pourcentage de voitures qui vont être partagées dans ces systèmes-là. L'effet inverse va être au niveau de la production annuelle. Donc, les croissances de production annuelle pour les fabricants automobiles va probablement saturer, ce qui n'est vraiment pas de mauvaise chose au niveau de l'environnement. On sait très bien que construire des voitures, ça a un impact quand même assez non négligeable. Même si c'est des voitures électriques, ça prend quand même beaucoup d'énergie, de matériaux pour les construire, ces voitures-là. Donc, on voit ici que les compagnies automobiles vont devoir se réajuster. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas un constructeur automobile aujourd'hui qui n'a pas une équipe dédiée aux voitures autonomes, ou à tout le moins d'avoir une collaboration avec une entreprise qui fait de la conduite autonome. Au niveau de la société aussi, les jeunes, on voit ici une nouvelle de la presse qui dit que les jeunes boudent le permis de conduire. On voit une chute graduelle de l'obtention des permis de conduire. Des 16 à 19 ans, on passe de 44 à 36 Des 20 à 24 ans, on passe de 72 à 67 Donc, déjà au niveau de la société, les gens s'intéressent moins à la voiture. Je pense que dans les années 80-90, souvent les gens s'identifiaient beaucoup personnellement à leur voiture, s'acheter une voiture pour faire laisser une impression sur nos amis, alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus au niveau du cellulaire ou la création de sites sociaux, Facebook, Instagram, et ainsi de suite, que les gens préfèrent investir leur énergie pour dans le fond, s'exprimer. On ne s'exprime plus via l'achat de voiture, si vous voulez. Donc, on voit que je pense qu'il y a des impacts quand même importants que tout ce concept-là de voiture autonome va venir apporter à la société. Maintenant, si on regarde au niveau technique, je disais que les voitures autonomes, c'est marié principalement deux champs d'expertise, donc le champ d'expertise de la robotique mobile et de l'intelligence artificielle. Donc, si on découpe un petit peu les différentes composantes dans une voiture autonome, il y en a plusieurs. Donc, à la base ici, vous avez notre voiture. C'est une voiture ici de Toyota Research Institute. Donc, on voit ici sur le dessus, c'est les capteurs qui sont placés. Ça va être des capteurs de type LiDAR caméra, que je vais parler un peu plus tard. Donc, les capteurs, c'est vraiment nos yeux sur le monde. L'information qu'on va récolter sur l'environnement, sur l'état de la voiture, ça passe nécessairement par ces capteurs-là. On va avoir des mesures. Et à partir de ces mesures-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire plusieurs tâches. Une tâche très importante en robotique mobile, c'est l'estimation de la pose, de la position du véhicule. Donc, c'est quoi ses coordonnées géographiques ou c'est quoi ses coordonnées par rapport à une carte préétablie de l'environnement. Aussi, avec ces mêmes mesures, principalement les mesures de LiDAR et les caméras. Donc, on va venir faire de l'intelligence artificielle pour venir identifier les différents objets présents dans l'environnement, ce qu'on appelle la partie sémantique. Donc, ensuite, il y a la planification. Notre véhicule doit se déplacer en évitant les obstacles. Donc, à partir d'une carte, que ce soit une carte globale de l'environnement ou une carte locale qui indique c'est quoi les obstacles dans un rayon de peut-être 50 mètres, en sachant la position du véhicule dans cette carte-là et en ayant l'information sémantique, donc la position des différents obstacles, leur trajectoire, le type d'objet. Par exemple, un vélo ne va pas se déplacer comme une voiture. Donc, on va tenir compte du type d'objet pour prévoir les trajectoires. Donc, on va faire de la planification des déplacements du véhicule. Et il va s'ensuivre donc des commandes qui vont être envoyées à des actionnaires. Pour un véhicule autonome, les actionnaires principaux, ça va être principalement donc contrôler le volant, donc ce qu'on appelle le contrôle latéral du véhicule, suivre des lignes, faire des changements de voie. Et aussi du contrôle qu'on dit longitudinal, donc accélérer ou freiner, donc maintenir des distances avec les autres véhicules. Et bien entendu, s'il y a une situation d'urgence, donc appliquer les freins pour arrêter le véhicule. Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez, le portrait complet de ce qui se passe à l'intérieur d'un véhicule autonome. Aujourd'hui, je vais parler principalement des sujets qui sont proches de mes recherches, donc la partie captation. Donc, on voit un peu quels sont les capteurs, les tenants aboutissants de ces capteurs-là. Parler un peu de l'estimation de la pose d'un véhicule. Le concept de carte aussi, on va en discuter brièvement, comment elles sont utilisées ou comment elles ne sont pas utilisées. Vous allez voir que dépendant du fabricant du véhicule, il va y avoir des stratégies qui n'utiliseront pas de carte. Et finalement, comment la partie sémantique aussi vient jouer un rôle et comment on va venir gérer le besoin de grandes données pour entraîner ces différents classificateurs ou détecteurs d'objets dans l'environnement. Donc, commençons maintenant avec les capteurs.
Premier capteur auquel on pourrait penser pour effectuer de la conduite autonome, ce serait l'utilisation du GPS. On est tous quand même relativement familiers avec le GPS. On en a tous sur notre cellulaire, on en a un dans notre voiture souvent aussi. Un GPS, ça fonctionne comment? Ça fonctionne à partir d'une constellation de satellites. Maintenant, on est rendu probablement à une soixantaine de satellites, dépendant si on utilise des compétiteurs au GPS comme le GLONASS ou le système Galileo européen. Donc, ici, par exemple, pour un problème à 2 dimensions, faire ça simple, on a 3 satellites, satellites S1, S2 et S3. Et on est capable de mesurer les temps de transfert donc, c'est une onde radio qui se promène entre le récepteur et l'émetteur, qui est le satellite. On est capable de mesurer essentiellement, là, grosso modo, les temps de voyagement. Donc, en sachant les temps de voyagement de l'onde radio entre un satellite et un récepteur, ce que ça nous dit que notre récepteur est situé sur une sphère en 3 dimensions, ou ici en 2 dimensions, un cercle, est situé quelque part sur ce cercle-là. Bien entendu, ce n'est pas suffisamment d'avoir un seul cercle. Donc, ça va nous prendre une deuxième mesure de distance par rapport à un satellite. Et ensuite, avec une troisième mesure, on voit que notre récepteur va être situé à l'intersection de ces 3 contraintes-là. Ici. Si on travaille en 3 dimensions, ce qui est le cas réel, là, donc ça va nous prendre 4 satellites puisque ça va être l'intersection de 4 sphères. Ce positionnement-là, on l'obtient environ à un taux de 1 à 2 Hz. Donc, ce n'est pas super rapide pour un niveau de système autonome. Je vous dirais que les systèmes autonomes préfèrent avoir des localisations dans des taux de rafraîchissement de plus de l'ordre de 30 à 50 Hz. La précision aussi laisse quand même à désirer, 10 à 100 mètres. Donc, c'est sûr que vous, quand on regarde notre cellulaire, notre voiture, on voit que la voiture, elle est bien située sur la carte, sur la route, mais il ne faut pas se leurrer. Ce qui se passe, c'est que les systèmes GPS, pour un point de vue d'affichage, ils vont simplement se rabattre la position du véhicule sur la route la plus proche. Donc, ça vous donne l'illusion que la position du véhicule, elle est bien connue, mais dans les faits, elle est quand même relativement mauvaise d'un point de vue de localisation pour un véhicule autonome, puisque 10 mètres, c'est la différence entre être dans le sens inverse ou être dans la bonne voie. Et c'est d'autant plus difficile de se localiser avec un GPS qu'on se situe en ville. Il y a un effet qu'on appelle canyon dans les villes, c'est que les ondes radio des satellites vont rebondir sur les édifices, ce qui va artificiellement rallonger la distance. Et ça va donner, si vous voulez, ça va donner des positions fantômes. Notre véhicule, on va penser qu'il se situe ici alors qu'il est situé ici. Donc, c'est très problématique et on s'entend, les voitures autonomes vont utiliser probablement un milieu urbain. Donc, le GPS, c'est bien pour se situer grosso modo dans les cartes, mais c'est nettement pas suffisant pour des véhicules autonomes. On va utiliser une centrale inertielle pour donner de l'information sur ce qu'on appelle l'information proprioceptive sur notre véhicule. Donc, qu'est-ce qu'une centrale inertielle? Donc, c'est une centrale qui nous donne l'information sur 3 axes, les axes X, Y, Z. On va venir mesurer les changements d'orientation, les accélérations linéaires et aussi les champs magnétiques. Vous avez ici un exemple pour un robot sous-marin. Donc, avec la centrale inertielle, on est capable de retrouver quand même relativement précisément l'orientation d'un véhicule qu'on voit apparaître ici dans un jumeau, si vous voulez. Et donc, ça me donnait quand même beaucoup d'informations au niveau de l'orientation du véhicule. On utilise aussi des radars. Pourquoi des radars? Les radars vont nous permettre de voir au travers du brouillard, de la pluie et de la neige. Donc, les caméras qui deviennent plus difficiles à exploiter. On le sait très bien, conduire dans une tempête de neige, c'est difficile. Aussi, le lidar, lorsqu'il y a des précipitations, le lidar, on va le voir, il fonctionne par écho lumineux. Il va y avoir des problèmes il va détecter dans le fond de la pluie, non plus des obstacles. Vous avez ici un environnement relativement simple. Vous avez notre véhicule en rouge ici, qui est équipé d'un radar. Vous avez 3 véhicules ici. Et comme les véhicules sont faits de métal, le métal réfléchit quand même relativement bien les ondes radio. Donc, on va avoir un bon signal qui va provenir du radar. On va aussi voir apparaître d'autres signaux qui sont, par exemple, ça peut être des vélos, ça peut être des poteaux de téléphone faits en métal, et ainsi de suite. Mais somme toute, les radars ont des signaux qui sont difficiles à interpréter. C'est pour ça que j'ai mis ça une espèce de flou. Là. On ne peut pas vraiment faire l'identification de cible facilement avec un radar. Et aussi, l'estimation de la position, elle est relativement faible au niveau de la précision. Le lidar est une approche qui a été utilisée beaucoup depuis les années 2000. Lorsqu'on parle du DARPA Grand Challenge, c'était la modalité principale de captation d'informations, le lidar. Donc, lidar pour Light Detection and Ranging.
Encore là, ça va être une mesure d'impulsion de temps de vol comme un radar. Donc, grosso modo, comment ça fonctionne? Vous allez avoir un laser. On va envoyer un faisceau laser qui va finir par atteindre un obstacle. Et ensuite, il va y avoir un reflet, un écho lumineux qui va être capté par le récepteur. Et à partir du temps de vol, on va être capable d'estimer quelle est la distance pour dans le fond, entre l'obstacle et le laser. La précision est quand même très élevée, on parle de l'ordre du millimètre, avec des portées qui peuvent être intéressantes, 10 mètres à plusieurs kilomètres. Ce qui est important de voir ici, c'est que la portée va dépendre de la puissance du faisceau laser, principalement. Et comme on doit respecter certaines classes de laser, on ne peut pas avoir des lasers qui sont trop puissants dans le fond, pour des raisons de sécurité pour les yeux. Donc, les portées sont plus de l'ordre de la centaine de mètres pour les types de lidar qu'on utilise pour les véhicules autonomes. Maintenant, ça, c'était pour un D. En 2D, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va équiper notre lidar d'un miroir rotatif et ça va nous permettre de faire un balayage. On voit ici le faisceau qui vient balayer l'environnement. On obtient ce qu'on appelle un nuage de points ici qui correspond donc à un échantillonnage des surfaces de l'environnement. On voyait justement, j'en parlais lors du DARPA Grand Challenge, le lidar était utilisé abondamment. Donc, on voit ici 5 lidars 2D qui étaient utilisés sur le Stanley. Et c'est assez cocasse parce que la personne qui gérait le projet se faisait souvent demander par les néophytes pourquoi il y avait 5 machines à café sur son véhicule. Alors, il devait expliquer, non, ce sont des lidars faits par la compagnie allemande ZIC. Donc, comme on a vu ici, les gens avaient placé 5 lidars avec des angles différents. C'est possible d'avoir un lidar multifaisceau, donc un lidar qui va donner une information plus tridimensionnelle. Un modèle qui est apparu il y a une dizaine d'années, c'était de la compagnie Velodyne, donc le modèle HDL 64E, qui possédait 64 faisceaux qui viennent balayer l'environnement, donc en parallèle. Et ça nous donne quand même un flux d'informations assez important. On parle d'un débit de 1,3 million de points par seconde qu'on doit gérer au niveau de l'information. Et c'est un balayage 360, donc c'est très adapté à la saisie d'informations pour connaître, dans le fond, tout ce qui se passe autour d'un véhicule. Hein, quand on parle d'avoir des yeux derrière la tête, un véhicule autonome équipé d'un tel lidar a vraiment des yeux non seulement derrière la tête, mais sur les côtés aussi. Donc, vraiment une belle couverture. La portée, encore là, 50 mètres, 100 mètres, dépendant du type de surface, parce que si une surface est foncée comme d'asphalte, le retour lumineux est plus faible. Donc, la portée va venir varier selon ce qu'on appelle la réflectance de surface. À l'époque, c'était des capteurs qui se vendaient quand même relativement cher, 80 000 $. Aujourd'hui, quand même, on voit que c'est possible d'acheter des lidars à multifaisceaux, donc des 16 lidars, peut-être pour autour de 3 000 à 4 000 $. Donc, il y a vraiment une baisse de prix à ce niveau-là, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Pour être capable d'instrumenter une voiture et la vendre à un coût qui est raisonnable, il faut que ces prix-là de ces capteurs-là baissent. Non seulement il faut que le prix des capteurs baisse, mais aussi il faut que leur durabilité augmente. Un des problèmes avec ces types de lidars-là, ce sont des lidars qui ont des pièces mobiles mécaniques. Donc, vous voyez ici, cette tête-là ici, elle doit tourner. Et pour l'industrie automobile, ce n'est pas des trucs qui sont très acceptables d'avoir des pièces comme ça qui tournent, puisque la durée de vie va être relativement faible par rapport au reste du véhicule. Donc, on s'intéresse de plus en plus au développement quand je dis on, c'est la société, là, de lidar qu'on dit solid state. Donc, dans ce cas-ci, il n'y a plus de pièces mobiles qui puissent briser. Et une des compagnies qui est dans la course pour le développement de ces lidars-là de solid state, c'est la compagnie LidarTech qui est située à Québec. Donc, c'est intéressant de voir comment il y a un écosystème à Québec qui se développe autour de la voiture autonome. Et ce qu'on voit ici en haut, c'est une signature d'un lidar 3D conventionnel. Donc, on voit ici les anneaux concentriques là, parce que c'est un lidar qui tourne. Alors que le lidar de LidarTech, c'est un lidar qu'on dit de type flash. Donc, il va avoir un champ de vue qui est un peu plus restreint. Puis, ils vont envoyer une impulsion lumineuse avec un flash. Et après ça, ils vont être capables de venir récupérer l'information sur une matrice de 8 pixels par 96. Donc, on voit ici les petits carrés. Là. Je vais partir de l'animation. Donc, on voit ici l'information de distance qui apparaissent. Donc, le fait que ce soit un capteur qui est de type solid state vient maintenant être acceptable pour l'utilisation dans des voitures de consommation courante. Puisque de un, ça fait baisser le prix de fabrication, tout est micro-machiné dans des chips. Et deuxièmement, la probabilité de bris est de beaucoup plus faible puisqu'on n'a plus maintenant de pièces mobiles. Le lidar aussi nous donne l'information sur ce qu'on appelle l'albédo, la réflectance de la surface. Donc, c'est vraiment intéressant puisque cette information-là va être indépendante
des conditions lumineuses de l'environnement, parce que c'est vraiment comme si on fermait les lumières et que notre lidar était comme une flashlight, qu'on éclairait l'environnement. Donc, on est capable de venir mesurer, si vous voulez, la teinte de l'asphalte. Et oui, la teinte peut varier dépendamment si c'est une journée ensoleillée, par exemple, ou une journée pluvieuse, parce que la couleur de l'asphalte va changer. Mais dans l'ensemble, les différents patrons visuels qui sont présents sur l'asphalte vont être conservés. Donc, on voit ici vraiment que les lignes sont quand même encore visibles par ce lidar-là. Et ça nous amène déjà à la première séparation des différentes pas technologies, mais différents camps au niveau des voitures autonomes. Alors, il y a des compagnies qui disent on va utiliser des lidars pour être capable de prendre de l'information tridimensionnelle de l'environnement. Et d'autres compagnies se disent non, 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 nous, on ne touche pas au lidar. On ne croit pas que le lidar est une solution viable à long terme pour plein de raisons. Donc, Tesla, par exemple, investit massivement dans les technologies des caméras pour être capable d'avoir une bonne compréhension de ce qui se passe dans l'environnement. Ils n'ont aucun lidar. Donc, il y a un capteur ultrasonique pour par exemple, à courte portée, lorsqu'on va faire des stationnements et éviter des obstacles à très courte portée. Ils vont aussi avoir un radar ici qui vient couvrir la partie avant. C'est un radar qui va être beaucoup utilisé pour la sécurité, donc le freinage de sécurité. Mais autrement, on a vraiment une couverture 360 degrés et même, je dirais, une couverture 540 degrés, disons, parce que non seulement on veut couvrir 100% de l'environnement autour du véhicule, mais aussi on va avoir plusieurs caméras qui vont pointer vers l'avant. Donc, une caméra, par exemple, avec un champ de vision qui est plus étroit pour voir plus loin. Une caméra ici qui va avoir un champ de vision un peu plus large. Une caméra avec un champ de vision très, très large pour vraiment bien couvrir les obstacles à proximité. Vous voyez ici. Pourquoi en avoir plusieurs à l'avant? Bien, clairement, c'est parce qu'il y a plus d'informations. La pertinence de l'information à l'avant du véhicule, elle est beaucoup plus grande que la pertinence à l'arrière. Hein. À l'avant, il faut être capable de voir les accidents se pointer très, très loin. Donc, Tesla, vraiment, investissement massif technologique au niveau des caméras. Ça va faire une grosse pression au niveau de l'intelligence artificielle, par contre. Mais vous allez voir, ils ont des solutions pour être capables de mitiger ce problème-là de l'IA qui a besoin de beaucoup de données pour l'entraînement. Passons maintenant à la partie estimation de la pose. Hein. C'est un problème aussi que nous, les humains, on a tout le temps. Quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, on se pose tout le temps la question où est-ce que je suis situé par rapport à la carte routière. Les véhicules vont aussi avoir cette problématique-là à résoudre. Et comment est-ce qu'un véhicule se localise? Premièrement, on va utiliser l'odométrie des roues. Donc, quand la roue tourne, bon, on a une information sur le déplacement linéaire du véhicule. Ensuite, on va utiliser notre centrale inertielle, comme on a vu tout à l'heure, qui est capable de nous donner des informations sur l'orientation du véhicule. Donc, en combinant ces deux informations-là, on va avoir ce qu'on appelle de la navigation à l'aveugle. Donc, ça va me donner quand même une idée approximative d'où se situe le véhicule dans son environnement. Donc, vous avez ici un environnement relativement simple. J'ai mon véhicule ici en rouge. Et là, en vert, on va apparaître, dans le fond, l'estimé à l'aveugle fait en utilisant l'information des roues et de la centrale inertielle. Et ce qu'on voit, c'est qu'au fil du temps, l'estimé va diverger. Clairement, on ne peut pas diverger à outrance. Il va falloir venir, si vous voulez, corriger cette divergence-là. Cette divergence-là, elle est propre à ce qu'on appelle au capteur proprioceptif. Proprioceptif, c'est vraiment lorsqu'on se bande les yeux, hein, on se fie juste à notre information sur la position de nos membres, l'oreille interne, et on essaie de savoir où est-ce qu'on se situe. Et c'est un jeu d'ailleurs qu'on a tous joué quand on était jeune, le jeu de placer la queue sur l'âne. Et c'est d'autant plus difficile de bien placer la queue sur l'âne qu'on est situé loin de la cible. Aussi, pour rendre le jeu plus intéressant, souvent, on faisait pivoter la personne, ce qui vient un petit peu jouer avec l'oreille interne, donc sur les orientations. Mais lorsque le véhicule fonctionne en mode proprioceptif, c'est exactement le même problème qu'il va avoir. Il va se fier sur ses roues et sur sa centrale inertielle pour se localiser. Ça fonctionne bien à courte échelle de temps, quelques secondes, mais après quelques secondes, le système va finir par trop diverger pour être utile. On le voit ici justement avec des centrales inertielles. Donc, sur l'axe ici, on voit le temps que ça prend pour avoir une estimée qui est à l'intérieur d'un rayon de 10 mètres. Et sur l'axe ici, on voit une unité qui est un peu étrange. Donc, c'est le coût fois le volume fois le poids fois la consommation électrique. On a combiné ça tous ensemble pour ce graphique-là. Et ce qu'on voit, c'est que pour des capteurs qui sont relativement petits, pas chers, légers, qui ne consomment pas beaucoup d'électricité, le temps que ça prend pour avoir être perdu, donc être écarté de plus de 10 mètres dans son estimé, c'est peut-être environ 20 secondes. Hein. Puis 10 mètres, c'est quand même énorme pour une voiture autonome.
À l'extrémité du graphe ici, donc pour des centrales inertielles très coûteuses et très pesantes, bien, le temps que ça prend pour diverger peut être de l'ordre de la demi-heure, par contre. Okay? Donc, c'est beaucoup plus élevé. Et c'est ce genre de centrales inertielles qu'on va retrouver, par exemple, dans les sous-marins nucléaires pour pouvoir se localiser sous l'eau sans laisser de traces, si vous voulez, ou dans les missiles. Donc, c'est le genre de centrale inertielle où, disons que le budget n'est pas une contrainte dans ces situations-là. Mais clairement, pour les véhicules autonomes, il faut se rabattre plutôt à des centrales inertielles qui sont plus de cet ordre-là. Donc, on peut les utiliser pour une échelle de temps courte pour se localiser, mais pas à long terme. Donc, il va falloir se rabattre sur de l'information qu'on dit provenant de capteurs extéroceptifs, extéro pour extérieur au véhicule, pour venir, si vous voulez, retrouver notre position par rapport à l'environnement. Une façon de se localiser, ça va être via les lidars. Donc, on a vu que les lidars, c'est quand même une modalité importante pour nos véhicules autonomes. Donc, imaginez, vous avez une carte déjà préétablie de l'environnement. Okay? Et on a trouvé la forme 3D des différents édifices dans cet environnement-là. Donc, cette carte-là, elle est donnée à notre véhicule. J'ai un estimé initial qui peut me provenir, par exemple, de ma centrale inertielle combinée avec l'odométrie. Donc, ma navigation à l'aveugle me dit je suis situé à tel endroit. On va prendre un scan lidar de l'environnement. Et là, on voit déjà qu'il y a un décalage entre ce scan qui est ici en rouge. Là. Donc, il y a un décalage entre ce scan-là et la position des édifices. Donc, ce que ça signifie, ce n'est pas que les édifices se sont tassés, mais c'est plutôt que le véhicule est situé au mauvais endroit. Alors, on va jouer à un jeu qui s'appelle le recalage de nuages de points. Ce qu'on va leur faire, c'est déplacer le nuage de points pour venir, si vous voulez, coller les points sur les différentes surfaces. Et de cette manière-là, on peut venir corriger la position du véhicule, en autant qu'on a une carte 3D de l'environnement. Et à la fin, donc, on a cette correction-là qu'on va venir appliquer. Donc, notre véhicule va être capable de venir se positionner par rapport à cette carte-là à quelques centimètres près. C'est quand même très, très bien. Autre façon qu'on peut se localiser par LIDAR, c'est au niveau de la réflectance des surfaces. Je vous ai dit qu'avec notre LIDAR, on est capable de mesurer c'est quoi la couleur de l'asphalte, la teinte. Donc, imaginez que vous avez une carte maintenant de chaque pouce carré de l'asphalte de l'Amérique du Nord. On va utiliser maintenant cette carte-là pour se localiser. Vous avez une position estimée qui est ici, de votre véhicule. Et là, vous venez mesurer la réflectance avec votre lidar. Et là, on voit clairement qu'il y a un décalage entre la position mesurée par le lidar et la position réelle. Hein. Et on le voit clairement par la présence, par exemple, de ces marqueurs-là, ces flèches-là qui apparaissent au mauvais endroit, si vous voulez. Donc, on va refaire ce jeu-là de recalage. Ce qu'on peut faire, c'est venir faire glisser, dans le fond, l'information du lidar jusqu'à temps qu'on ait un bon match visuel. Et vous voyez comment maintenant ici, j'ai réussi à me relocaliser simplement en utilisant les patrons présents sur l'asphalte. Et cette localisation-là, par exemple, Google estime qu'ils sont capables de situer un véhicule environ à 10 cm près. Et 10 cm, c'est nettement suffisant pour être capable d'avoir des systèmes de conduite autonome puisque l'impact de se tromper de 10 cm sera négligeable sur la probabilité d'avoir un accident. Donc, on introduit gentiment le concept de carte ici, carte de réflectance, carte 3D de l'environnement. Donc, ces cartes-là sur lesquelles les modules de localisation s'appuient fortement. Et encore là, on va voir une division apparaître avec les différents fabricants de voitures autonomes. Il y a des compagnies qui se disent, nous, on a besoin de cartes pour faire de la navigation autonome. Il y a des compagnies qui se disent, on ne veut pas avoir de cartes pour pouvoir naviguer un environnement, de cartes préalables. Donc, par exemple, Google se fie beaucoup sur ces cartes-là, alors que Tesla, eux, se disent, non, nous, on ne veut pas avoir de cartes préalables pour faire de la conduite autonome. Et il faut aussi comprendre le concept de carte. La carte, c'est une façon de représenter la connaissance. C'est un problème très difficile en IA, le problème de la représentation des connaissances. Mais ce qu'on voit poindre ici en robotique, c'est l'idée que pour une tâche particulière, on va utiliser une carte particulière. Nous, les humains aussi, on fait la même chose. Par exemple, si vous voulez naviguer en forêt, hein, ce qu'on va utiliser, ça va être des cartes topographiques qui contiennent le relief. Donc, on va utiliser les sommets de montagne, par exemple, pour se localiser. Si on veut faire un voyage en voiture, ce qui est un peu moins courant ces temps-ci, disons, mais si on veut faire un voyage en voiture, on va plutôt utiliser une carte routière. Donc, vous voyez, pour une tâche particulière, un type de problème qu'on veut résoudre, on va avoir une carte qui va être appropriée. Quand on regarde les approches par carte par Google, on va voir apparaître plusieurs cartes, justement, pour gérer le type de tâche qu'on veut faire. On a la carte de la réflectance laser qui va nous permettre de se localiser à 10 cm près.
On va aussi avoir le modèle 3D de l'environnement qui va nous donner une deuxième façon de se localiser. Donc, si vous voulez un backup, donc d'avoir plusieurs façons de se localiser, ça peut nous aider à améliorer la robustesse, particulièrement si, par exemple, il y a de la neige qui vient masquer certains marqueurs au sol. Donc, les édifices, eux autres, ne vont pas disparaître dans une tempête de neige, par exemple. Et aussi, ils ont ce qu'ils appellent une carte tactique qui va contenir de l'information sémantique, donc l'information sur la classe des objets ou le type le type de lieu. Par exemple, ils vont venir indiquer à l'avance la position de toutes les voies sur leur carte. Donc, il n'y aura pas le problème de dire où se situe la voie de gauche, de droite, où il y a combien de voies. Tout ça est déjà encodé dans la carte. Si vous voulez, au lieu de rendre le véhicule plus intelligent, on rend la carte plus informée, plus intelligente pour avoir un véhicule qui est peut-être moins intelligent. On va aussi marquer des endroits stratégiques comme les passages pour piétons. Et ça va nous aider beaucoup au niveau de la reconnaissance des objets. On peut reconnaître via les lidars les différents obstacles autour de nous, les obstacles mobiles comme les voitures, les vélos et les piétons. Mais le fait d'avoir cette information sémantique-là sur la carte va nous permettre d'améliorer la robustesse. Par exemple, lorsqu'on va voir un amas de points situé au-dessus d'un passage piéton, bien, on va augmenter, si vous voulez, les probabilités de dire que cet amas de points-là correspond à un piéton. Mais bien entendu, il y a la priori que les piétons respectent la circulation routière. Ça, c'est les règles de circulation. Donc, ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il va falloir gérer. Les différences culturelles au niveau des comportements. Aussi, on va indiquer sur ces cartes-là la position des feux de circulation, la position de la signalisation routière. Et encore là, ça va éviter d'avoir à les détecter, à se fier entièrement sur la détection par les caméras pour trouver les feux de circulation. On voit ici un exemple, si vous voulez, si on ouvre le cerveau d'une voiture Google, on voit ici vraiment la carte de réflectance. On voit la planification en vert ici. Donc, vous avez la planification de trajectoire. On voit ici la détection et le suivi des différentes cibles mobiles. Et bien entendu, quand je parlais d'augmenter la carte, on voit ici que la carte, on indique déjà la position des différents panneaux de signalisation. Donc, la voiture, c'est déjà à l'avance qu'il va avoir un stop, par exemple, à 50 mètres, sans avoir besoin de le détecter dans ses caméras. Ces approches-là ont des avantages et des défauts. Donc, une approche par carte, comme une approche de type Google, ben, on peut estimer que la localisation elle est plus robuste puisqu'on peut utiliser plusieurs informations, comme je vous disais, la réflectance, la forme 3D des édifices. Donc, c'est quand même assez robuste comme localisation. On peut aussi exploiter l'information sémantique. Je le disais tout à l'heure, on peut mieux prévoir, peut-être prédire la présence ou l'absence d'un piéton. Aussi, on va pouvoir peut-être mieux planifier nos déplacements vu qu'on sait à l'avance déjà quelles sont la position de tous les feux de circulation et des différents panneaux de circulation. Par contre, il y a des désavantages quand même majeurs. Ça implique qu'on doit tout cartographier. On ne peut pas faire rouler le véhicule dans un endroit qui n'a pas été cartographié au préalable par la compagnie. Ça va te coûter un stockage, bien entendu. Il faut stocker ces cartes-là qui sont immenses. Et aussi, grosse question, gros problème ouvert, comment gérer les changements? Le monde n'est pas statique. Hein? Il y a des constructions qui se produisent. Donc, comment gérer la situation où le véhicule autonome se rend compte que la voie n'existe plus ou il y a un chantier en ce moment, on doit aller ailleurs. Donc, ça, il y a une grosse problématique ici au niveau de la gestion des changements. À l'inverse, si on utilise une approche sans carte préalable comme Tesla, on n'a plus besoin de collecter ou de maintenir cette carte-là qui est immense, hein, qui est très coûteuse. Et aussi, on va gérer gracieusement les changements puisque essentiellement, le véhicule, lorsqu'il se déplace, c'est toujours nouveau. Donc, pas besoin de gérer ces changements-là. C'est toujours nouveau chaque fois que le véhicule s'arrive dans une intersection, par exemple. Par contre, ça va venir mettre beaucoup de pression au niveau de la robustesse de l'IA. Hein. Si on fait des erreurs maintenant sur la détection de la position des voies, eh bien là, la voiture et le chauffeur va peut-être en payer le prix. Et ça va mettre encore là, vu qu'on travaille avec des méthodes d'apprentissage automatique, plus particulièrement de deep learning, et ça veut dire qu'il va y avoir un besoin massif de données d'entraînement. Mais comme je dis, on va voir qu'ils ont des stratégies pour mitiger ce problème-là. Maintenant, si on regarde au niveau de la partie sémantique, je ne parlerai pas à proprement parler vraiment des types de détecteurs qui sont utilisés, les types de réseaux qui sont utilisés. Plus, je vais parler de très haut niveau, cette approche-là IA. Donc, sans grande surprise, on va utiliser de l'apprentissage automatique pour venir trouver les différents obstacles dans l'environnement, donc un classificateur. Et on est à peu près tous familiers ici par cette technique-là. Donc, l'idée, c'est qu'avec des exemples, des images X ici, je dois prédire des étiquettes Y, comme par exemple chat, et je dois entraîner ce classificateur-là via des exemples
et leur étiquette. Donc, c'est à peu près le maximum que je vais aller en termes d'IA. On reste vraiment dans haut niveau. Il y a eu des progrès quand même phénoménaux avec l'arrivée du deep learning. Avant le deep learning, donc en 2010, c'était vraiment beau si on réussissait à détecter la présence d'un chien, par exemple, dans une image. Puis est arrivé ces jeux de données gigantesques en 2012, ImageNet, qui ont permis donc de propulser des avancées algorithmiques, notamment l'arrivée des réseaux de neurones profonds. Et par exemple, déjà en 2015, non seulement on peut détecter la présence d'un chien, mais en plus, on peut dire que c'est un West Island White Terrier. Donc, c'est vraiment le niveau du raffinement de la classification des objets via les réseaux de neurones profonds. Et c'est important d'être capable de les détecter rapidement, là. Les réseaux de neurones sont bons pour ça. Parce que vous voyez ici la situation qu'un véhicule autonome doit gérer. Là. Vous avez une intersection ici quand même assez chargée. Et là, on doit détecter et faire le suivi de 50 différents obstacles mobiles. Clairement, aucun humain ne fait ça. On est capable quand même de naviguer cette intersection-là. Mais pour les systèmes de véhicules autonomes, eux autres, ils vont vraiment faire un suivi serré de tous les différents obstacles dans l'environnement. On voit ici pour Tesla, donc Tesla, je le disais, utilise beaucoup les caméras. Et on voit par exemple ici, ils vont détecter les classes d'objets qui correspondent à des objets qui sont situés sur la trajectoire du véhicule. Le comportement qu'on doit faire va être différent des obstacles qui sont situés en dehors de la trajectoire, que ce soit des véhicules stationnés ou dans des voies à côté. Comme ils n'ont pas utilisé de carte préalable, donc on doit trouver la position des panneaux et aussi la position des lignes qui vont indiquer la position des différentes voies. Aussi, ils vont utiliser les caméras pour faire de l'estimation de déplacement. Une technique en vision numérique qui s'appelle le flow optique. Là. On voit ici les petites lignes. Là. Donc, ces petites lignes nous indiquent la direction du mouvement des images, des pixels, si vous voulez, dans l'image, et par conséquent, le déplacement de la caméra dans l'environnement. Eux autres, ils utilisent les réseaux de neurones pour faire ces différents types de classification. Ils utilisent un réseau qu'ils appellent HydraNet. Hydra, probablement parce qu'une hydre est un être à plusieurs têtes. Donc, c'est un réseau de neurones quand même assez gros, assez monstrueux. Ils vont utiliser 48 de ces réseaux de neurones-là qui vont analyser l'information provenant des 8 caméras de leur véhicule. Et ils vont faire 1000 prédictions à chaque capture de collection d'images. Et pour entraîner ce réseau de neurones-là monstrueux, c'est 70 000 heures de temps GPU. Mais avec ça, ils vont tout faire. Ils vont prédire la position des objets, prédire la position des feux de circulation et leur état, et aussi prédire la position des marqueurs. Ils vont même peut-être faire de la planification de déplacement, estimation de la position des voies et tout ça. Donc, c'est vraiment un réseau de neurones, si vous voulez, pour presque faire tout dans leur véhicule. Un des problèmes qu'on fait face lorsqu'on travaille avec de l'intelligence artificielle, c'est de gérer les événements inattendus. La prochaine bataille de l'IA, c'est ce qu'on appelle l'IA générale, donc qui est capable de gérer l'inattendu. Et quand on parle d'événements inattendus, vous avez ici un exemple. Qu'est-ce que c'est? C'est un véhicule de Google qui a frappé la situation où on a une personne qui se promène dans une chaise roulante qui pourchasse un canard avec un balai. Là, il n'y a personne qui peut prévoir ça à l'avance. Et ça, ce phénomène-là d'événements inattendus, c'est bien démontré par le fait que dans des événements réels, on a ce qu'on appelle une distribution avec une longue traîne, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'événements qui sont fort probables, qui sont, disons, des conditions nominales d'opération d'un véhicule autonome. Donc, vous avez ici une scène quand même relativement simple d'un environnement d'autoroute. Mais si on veut déployer des véhicules autonomes, on doit s'occuper de ce qu'on appelle la longue traîne ici, donc des événements fort peu probables. Qu'est-ce qu'un événement fort peu probable? Par exemple, une chaise qui vole. Hein? On s'entend que ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait prévoir à l'avance qu'une chaise pourrait apparaître dans une caméra, mais clairement, ce qui est arrivé, c'est que le véhicule avant transportait des chaises et une chaise qui est tombée. Donc, c'est un événement qui est rare, mais probable. Aussi, vous avez ici un cas vraiment, un cas limite. Vous avez des cônes qui ont été renversés sur le côté, mais de la manière que les cônes ont été renversés, ils ont l'air maintenant de feux de circulation. D'ailleurs, c'est ce qui était produit. Le détecteur de feu de circulation indiquait qu'il y avait un feu rouge situé à l'avant du véhicule. Alors qu'il ne faudrait pas arrêter. C'est simplement un cône qui est renversé. Autre cas, disons limite, un cas où vous suivez un véhicule, puis le derrière, dans le fond, c'est une surface lisse miroitée. Ça fait apparaître maintenant des voitures fantômes. Il ne faudrait pas que le système détecte que le véhicule ici fonce vers nous.
Un problème un peu similaire, c'est de gérer la complexité de la signalisation routière lorsqu'on veut justement avoir une approche pas de carte comme l'approche de Tesla. Donc, vous avez ici une intersection où on a un stop, mais le stop ne s'applique que pour les virages à gauche. Pour les virages à droite, on ne fait pas de stop, donc on doit poursuivre. Ça veut dire que si je veux avoir un réseau de neurones qui s'occupe de gérer, un test-cutter qui s'occupe de gérer cette situation-là, je dois avoir un détecteur spécialisé pour trouver les stops avec un virage à gauche qui doit être effectué et pas de virage à droite. Qui dit intelligence artificielle dit je dois avoir des données d'entraînement. Et c'est ça qui est vraiment fabuleux, moi, je trouve, avec l'approche pensée par Tesla. C'est que non seulement il y a l'approche IA en termes du réseau, mais c'est aussi, les autres, c'est tout l'écosystème qui vient avec entraîner un réseau de neurones, c'est-à-dire récolter les données. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mandater leurs voitures. Les voitures, quand vous achetez une Tesla, essentiellement, vous ne le savez pas, mais vous participez au développement des voitures autonomes. Donc, ils vont envoyer du code sur les voitures, puisqu'elles sont connectées sur Internet via les connexions Wi-Fi à la maison. Ils vont leur dire, maintenant, je veux que tu me ramasses des données pour moi avec les caméras. Par exemple, la voiture, dès que le système sait qu'il est situé proche d'un endroit où il peut avoir un stop, par exemple, avec un virage à gauche, eh bien, les voitures vont ramasser les données et vont les envoyer vers la maison mère. Et de cette façon-là, ben, non seulement on va avoir une grande quantité de données qui va être récoltée, mais en plus, un des problèmes en apprentissage automatique, c'est qu'il faut que la distribution d'entraînement soit proche de la distribution de tests. Mais ici, c'est vraiment, il y a du 1 à 1. La distribution d'entraînement, elle est bien celle des distributions de la distribution des données de tests, puisqu'elles sont prises lorsque les voitures sont déployées. C'est vraiment intéressant pour ça. Par contre, on voit ici le coût énorme au niveau logistique informatique pour gérer ce flux massif de données-là. Vous avez peut-être 200 000 voitures qui peuvent être mandatées à récolter des données. Donc, il va y avoir un coût assez élevé en curation, donc choisir les images qu'on va utiliser pour l'entraînement. Et après ça, il faut les étiqueter. Souvent, on les étiquette à la main. Et si vous regardez sur les sites web, on peut voir que chez Tesla, il y a 500 employés en ce moment qui sont dédiés à l'étiquetage de données. C'est quelque chose qui, pour eux, est extrêmement important. Ils disent, on vise la caméra, mais on va utiliser beaucoup de données pour résoudre le problème. Toyota, eux autres aussi, s'intéressent beaucoup à cette utilisation-là d'exploiter la flotte de véhicules instrumentés pour collecter les données, puisqu'ils ont déjà commencé à instrumenter eux-mêmes leurs données, leurs véhicules et à les vendre. Et ils vont utiliser, par contre, une approche peut-être un peu différente, une approche donc supervisée où on doit avoir des étiquettes sur nos données d'entraînement, mais une approche aussi dite auto-supervisée où ce qu'ils vont faire, c'est tenter d'exploiter la structure de l'environnement, la physique du problème, pour être capable, dans le fond, à diminuer la quantité de données étiquetées. Autrement dit, utiliser, s'auto-étiqueter, si vous voulez. Alors, une approche qu'ils ont présentée, par exemple, SuperDepth, Self-Supervised Super Resolved Monocular Depth Estimation. Donc, l'idée, c'est de prédire la profondeur pour chacun des pixels, donc la distance en Z, à partir d'une image. Donc, ce qu'ils font, c'est avec leur véhicule qui est équipé d'une caméra stéréo. Ils vont prendre l'image de gauche. Ils vont avoir, dans le fond, un réseau de neurones, donc une boîte noire, si vous voulez, qui va prédire la profondeur, la distance pour chacun des pixels. Puis, à l'aide d'un module qui va générer un nouveau point de vue, ils vont prendre l'image de gauche, la transformer sachant l'information 3D de l'environnement pour générer une nouvelle image de droite, synthétique, et ils vont la comparer avec l'image de droite réelle. Et ça va donner donc une perte, c'est ce qu'on utilise pour entraîner un réseau de neurones. Et aussi, ils vont utiliser des contraintes géométriques, par exemple, que les surfaces sont relativement uniformes. Il n'y aura pas de saut de profondeur rapidement, sauf dans la position lorsqu'on a ce qu'on appelle des bordures. Et en combinant ça, bien, ils sont capables de créer des réseaux de neurones de manière relativement peu coûteuse en termes de données d'entraînement étiquetées pour être capable de prédire la troisième dimension. Ça peut nous aider, dans le fond, à remplacer un lidar par des caméras. Qu'est-ce que ça a l'air un peu la sortie justement de ces réseaux-là de neurones? Donc, vous avez une image ici et le réseau, ce qu'il vient faire, c'est prédire, si vous voulez, la profondeur. Là. Plus c'est bleu, là, plus la couleur est froide, si vous voulez, plus c'est loin. Alors, on voit bien ici le camion qui a été bien indiqué dans la 3 dimensions. On voit ici le panneau de circulation aussi qui apparaît, les arbres et tout. Par contre, on voit peut-être que dans le ciel, ici, la prédiction, elle est un peu moins bonne. Ce qui est un peu normal puisque là, il n'y a pas beaucoup d'informations dans le ciel, mais aussi l'information dans le ciel en général n'est pas importante, hormis si vous avez des chaises qui volent dans les airs. C'est une situation quand même assez rare. Donc, c'est l'effet grosso modo, le tour, si vous voulez, des différentes composantes, là, carte, pose, capteur, sémantique. La partie planification, elle est quand même
assez complexe. Donc, je n'en parle pas aujourd'hui, mais l'idée, c'est qu'à partir de cette information-là, maintenant, je peux prédire les différentes trajectoires pour éviter les obstacles autour de moi. Et je le rappelle, en bout de ligne, on va commander principalement le volant, donc commande latérale, et longitudinale, donc l'accélérateur. La question que souvent les gens se posent, c'est pour quand les véhicules autonomes? Il y a une prédiction qui est très intéressante qui a été faite l'année passée, c'est par Ed Olson, qui est un chercheur et maintenant aussi le fondateur d'une compagnie de véhicules autonomes. Et il s'est un peu basé sur la loi de Moore. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, bon, on va regarder le temps que ça prend. Bon, il y a une métrique importante ici, c'est le miles per disengagement, donc la quantité de la distance parcourue par le véhicule autonome avant qu'il soit désengagé par l'opérateur humain. Et ce qu'il s'est rendu compte, c'est qu'approximativement, la distance doublait aux 16 mois. Et donc, extrapolé ici cette ligne. Et il a dit le comportement humain, donc une mortalité par 100 millions de milles. Et où est-ce que les axes se croisent? 2035. Alors, retenons notre souffle, disons. Donc, en conclusion, je vous dirais que la technologie existe en ce moment. On est vraiment rendu dans une phase de raffinement, mais comme on voyait, la question de la longue est complexe, donc ramasser beaucoup de données. Tous les grands manufacturiers aujourd'hui s'y intéressent. Et la partie IA est maintenant vraiment dominée par le réseau de neurones profonds puisqu'ils sont très bons pour l'analyse d'images. Par contre, il y a des requis de capture massive de données et aussi des développements en architecture ou méthodologie d'entraînement, comme on l'a vu, pour les approches semi-supervisées. Et je pense que les voitures autonomes, tout comme Internet, vont venir bouleverser notre société.